Docteur Fernière, pour finir ces entretiens, on va parler d'aspects plus privés, de vos marottes, C'est déjà vos fini passions, vos phobies. Ah bon Bah, dommage. Vous nous avez parlé de choses très sérieuses, de la psychiatrie, Pas on a tellement. parlé de l'art Bon. psychopathologique, c'était très sérieux. Et alors parlons un peu de vos, par exemple, votre passion de collectionneur. Votre maison est vraiment un cabinet de curiosité. C'est-à-dire que j'ai été collectionneur au sens mauvais du mot. Je n'ai aucune collection de rien parce que j'ai horreur des collections. Le monsieur qui a les 12 timbres-poste d'une série qui lui en font un 13e, il assassinerait son père et sa mère pour le faire. Moi, je ne suis pas ça du tout. Moi, pour que je m'attache à un objet qui rentre chez moi, qu'il soit digne de rentrer chez moi, il faut qu'il me touche. Il faut qu'il m'apporte quelque chose sur la vie de la personne qui l'a manipulé, etc., etc., etc. Il faut qu'un objet Et une histoire. ait une histoire. Oui, une histoire Et par qui- rapport à que vous et par en lui-même. rapport à moi, quand je me promène dans ma maison, il m'apporte des souvenirs de l'endroit où je l'ai acheté. Oui, mais quand même, ce qui vous passionne, c'est l'objet un peu insolite, ou l'objet qui a une Il particularité ou une il bizarrerie. est insolite parce qu'il est bizarre. Si Oui. j'ai une collection là derrière vous de choses faites par des prisonniers, c'est parce qu'il m'intéresse de savoir comment travaillent les prisonniers quand ils sont enfermés dans une cellule, ou quand ils sont à Compiègne, ou quand ils sont dans un camp de concentration. C'est l'art concentrationnaire, si vous voulez. C'est ça, et sans parler de collection, puisque vous n'aimez pas le mot, quel genre de choses quand même vous avez collectionné, quelle série de choses? Là, Eh vous bien, parlez de... d'abord les outils. Mhm. Les outils me touchent, parce que les outils, c'est la représentation d'une personnalité. Alors, si bien que j'arrive là, alors il y a un petit sens du collectionneur, parce que je ne serais pas content si je n'avais pas, par exemple, tous les outils du sabotier, y compris l'endroit où il place ses instruments. Si je n'avais pas aussi tous les instruments, peut-être, du boulanger, pour faire certaines formes de pain, pour les retirer du four. Les cannes, vous aimez bien aussi. Oui, des cannes, j'en ai un peu trop. Oui. Alors, je ne m'intéresse pas du tout, comme la collectionneuse genevoise, aux cannes à instruments, mais je m'intéresse aux cannes populaires, aux cannes d'art populaire, c'est-à-dire taillées par le berger avec un morceau de bois qui coupe et qui taille avec son couteau. Il y a quand même une constante, c'est vous aimez les objets qui ont été créés, disons, Qui ont été à créés la racine, directement, à la Oui. base. Oui, à la base, c'est ça. À la base. Oui, c'est ça. Et souvent Voilà par ce qui des, m'intéresse par l'objet. par des gens vraiment qui ont travaillé de dans leurs l'objet, mains. qui ont Oui. travaillé de leurs mains, qui en sorti quelque chose. Est-ce qu'il y a un atavisme venant de votre ancêtre qui vendait des billards ou qui fabriquait des billards? Eh bien, je le crois un peu, parce qu'il fabriquait des billards avec beaucoup de goût. La meilleure preuve, c'est que dans une époque où les billards, évidemment, se vendaient bien, il en vendait beaucoup. Et comme mes grands-parents paternels ont fait fortune de cette façon, Vous êtes originaire de Saint-Étienne. Saint-Étienne, et à Saint-Étienne, le seul vendeur de billards connu qui avait pignon sur rue, c'était plus mon grand-père, qui était mort extrêmement jeune, à ce moment où on mourait des maladies à 25 ou 30 ans. 30 ans, il est mort, je crois. Et ma grand-mère a repris le fonds de commerce. Elle a dit, ça continue à marcher, ça marche, ça va. Et elle a dit au chef d'atelier, bon, maintenant tu es directeur de l'atelier, monsieur est mort, et moi je m'occupe de la vente. Alors s'occuper de la vente pour elle, c'est de prendre contact avec tous les bistrots de la ville, tous les bistrots éloignés dans la campagne forésienne, d'aller les voir et de bouffer avec eux, car toutes les affaires se traitent devant une table en buvant beaucoup. Alors elle qui avait horreur de manger du gras, elle en bouffait jusqu'à en vomir. Elle qui avait horreur de boire du vin, elle en buvait à table avec eux. Et puis après, pour leur faire plaisir, elle fumait un énorme cigare et elle allait vomir. Mais enfin, elle faisait son métier. Mais vous avez également la passion des mots et des bizarreries concernant les Bien mots oui. et l'étymologie. Vous passez pour les mots valises, par Pour exemple. les mots valises, mais parce que je les ai créés. Vous avez créé, c'est-à-dire Le mot valise, c'est moi qui ai inventé l'expression. Expliquez-nous ça. Eh bien, celui qui avait traduit Lewis Carroll pour la première fois, c'était Aragon, qui avait traduit Lewis Carroll le premier. Et un jour, il avait traduit une phrase. C'était Alice qui s'adressait à Humpty Dumpty, qui était assis sur son mur. Et elle lui disait, mais pourquoi, comment appelez-vous ces mots? Et Humpty Dumpty lui répondait un peu répertoire, ce sont des portmanteaux words, des mots porte-manteaux. Et Aragon, qui ne connaissait pas un mot d'anglais, avait traduit porte-manteau words par mot porte-manteau, en faisant prendre le mot porte-manteau dans le sens de pater, un endroit où on accroche des vêtements. Si bien qu'il avait fait dire à Alice, mais pourquoi mon porte-manteau? Parce que, répondait Humpty Dumpty, on peut y accrocher plusieurs mots au même mot, comme on accroche plusieurs vêtements à un porte-manteau. C'est une stupidité absurde, n'est-ce pas? C'est le comble de l'absurdité. Une erreur de traduction. C'est une erreur de traduction. Porte-manteau, en anglais, ça veut dire valise. On part en voyage avec son porte-manteau. Alors j'ai proposé simplement, dans un congrès, je ne sais plus où, dans un congrès de psychiatrie internationale, à dire mot valise quand nous avions des mots composés de cette sorte. Et ce mot a fait fortune. Et maintenant, j'arrive à trouver encore dans des articles japonais le mot valise avec mon nom de parenthèse. Ah,
Mais vous Ça êtes me fait toujours inventeur d'un plaisir. autre concept dont on n'a pas parlé, le bourrage, je crois. Ah, le bourrage, oui. Le bourrage, ça, j'ai voulu montrer que dans les dessins d'aliénés en particulier, et de certains aliénés qui sont les schizophrènes, il n'y a pas un coin qui est laissé libre. Il n'y a pas un petit mot qui est laissé en blanc. Il faut toujours faire quelque chose en plus en graffonnant. Il faut faire le cadre même, faire des encadrements, des séries Une d'encadrements. sorte de Faut remplissage tout le maladif. un remplissage maladif. Alors j'avais trouvé un mot, d'abord au début, j'avais trouvé un mot qui ne me plaisait pas, le mot plénitude. Et mais Minkowski, qui était mon grand maître en psychologie, en philosophie, m'a dit, mais faire dire, non, plénitude, ça veut dire que c'est beau, que c'est qu'il y a un sens trop large, trop généreux. J'ai cherché, j'ai dit, comment je pourrais l'appeler? Je vais l'appeler le bourrage. Et ce mot bourrage a fait fortune aussi. Vous-même, vous avez écrit sur toutes sortes de sujets. Est-ce que Oui, vous mais aimez ça- écrire? J'ai horreur d'écrire. Mais vous écrivez quand même. J'écris quand on me force. Par exemple, dans les conférences, je veux qu'on les prenne, comme on prend aujourd'hui, qu'après on les tape à la machine, et qu'on me les rende, et que je corrige sur les épreuves pour voir si on n'a pas fait des bêtises, si j'ai pas une phrase à remanier, si j'ai pas dit une bêtise au passage moi-même, et que je le revois. Mais alors, vous tenez le compte de vos écritures? Vous avez fait Je des jette conférences? tout à mesure. Donc vous ne savez pas ce que vous avez écrit? Non, On vous je le sais pas rappelle. du tout. On me le rappelle, et parfois on me cherche un travail que j'ai fait que je ne me souviens même pas. Et en faisant un petit effort, vous arrivez à nous dire sur quoi vous avez écrit dans votre vie? Oh, j'ai fait beaucoup d'articles. J'ai fait des articles sur la psychiatrie, bien sûr. J'ai écrit beaucoup de psychiatrie. J'ai pas une 100 ou 200 articles de psychiatrie. J'ai écrit sur Jean Rictus, beaucoup. J'ai écrit sur l'art populaire. J'ai écrit dans Marianne un peu sur ce que je voulais. Et puis, dans un autre journal qui avait précédé Marianne, j'avais cherché à introduire un nouveau jeu. Je l'appelais jeu à ce moment-là, jeu sportif, qui s'appelait, figurez-vous, le volleyball. Mais votre vocation même de psychiatre, est-ce qu'elle a un rapport avec vos attaches familiales? Bien oui, vous le savez bien, parce que j'ai perdu ma maman d'une maladie épouvantable qui s'appelle une tumeur ponto-cérébelleuse. C'est une tumeur cérébrale qui siège dans l'angle entre le pont et le cervelet. Une tumeur qui se développe là, et qui se développe pour une telle extension. Et quand elle a eu cette tumeur, bien entendu, elle est allée voir, comme elle n'entendait plus, et comme elle avait des vertiges en escalier en montant, elle est allée voir un otorhinolaryngologiste qui nous a fait acheter une pompe de Politzer, c'est-à-dire un appareil où on lui insufflait comme ça de l'air violemment dans l'oreille, dans la tombe d'Eustache, pour dégager quelque chose. Et puis un jour, on est allé voir un neurologue qui a dit, mais c'est une tumeur cérébrale, il faut l'opérer le plus tôt possible. Alors on l'a opéré la semaine suivante, on a ouvert, et on a vu que cette tumeur était très profonde, ponto-cérébelleuse, je vous dis, c'était pas superficiel, on l'a retiré, ça avait été superficiel, et qu'il n'y avait rien à faire. Alors on a refermé, et elle est morte plus d'1 an après. Et elle est morte comme on meurt dans les tumeurs cérébrales, c'est-à-dire qu'elle avait des crises d'épilepsie toutes les heures ou toutes les minutes, enfin très souvent. Elle était aveugle, elle était sourde. Alors par conséquent, c'est à cause de ce calvaire que j'ai décidé de faire de la neurologie après de la psychiatrie. Là, c'est nettement ce qui a marqué mon tournant. Est-ce que vous avez vu le moment plus tard où on a pu soigner des gens atteints du même type de tumeur? Si à ce moment-là, on a vu l'argent, on a pu l'envoyer en Amérique, où un des premiers neurochirurgiens qui s'appelle Cushing les enlevait déjà. C'était en 1925 ou 26. Mais les Français se sont mis à enlever les tumeurs cérébrales pas avant 31 ou 32, c'est-à-dire 6 ans plus tard. Et puis par la suite, j'ai fait beaucoup moi-même de neurochirurgie et de chirurgie cérébrale. J'aime beaucoup la chirurgie, puisque c'est moi qui ai fait en France, ainsi que vous ne le savez pas, la première lobotomie. C'est-à-dire que je suis allé couper, avec des petits instruments très spéciaux, toutes les fibres qui rattachent le thalamus au centre de la corticalité, avec des instruments. Je n'ai jamais tué personne, mais les médecins, psychiatres, que j'ai appris à faire la même opération, les ont tués. Alors j'en suis pas plus fier pour ça. Vous avez parlé de votre deuxième femme, qui était elle-même médecin. Elle était elle-même médecin, elle était externe et interne suppléante des hôpitaux de Paris, et elle était mon assistante. Et votre première femme n'était pas du tout... Ma première femme était l'assistante, elle, du professeur Faucillon. C'est-à-dire qu'elle était dans le domaine des lettres, c'était une historienne de l'art qui a servi à la création du centre d'art et d'archéologie. Et puis alors, je n'ai eu que des femmes qui étaient passionnées de musique. Ma première femme était passionnée de musique. Ma seconde, Simone, avait son père qui avait été baryton à la Monnaie de Bruxelles, c'est là où il avait rencontré d'ailleurs sa mère, pour après foutre le camp et disparaître dans le monde, on n'a jamais pu retrouver. C'est le baryton qui avait épousé la soprane, comme ça se fait d'habitude. Et puis, lorsque Simone est morte, et vous savez, j'ai vécu avec Jeanne Graverolles,
Jeanne Gravold était non seulement peintre, mais il avait tous les diplômes de peinture de Bruxelles, mais elle avait eu, avant d'être peintre, ses diplômes de son premier prix de piano, son premier prix de tout. Parce que son père, qui était un graveur, lui avait interdit les arts plastiques. Par conséquent, j'ai vécu toute ma vie dans des milieux de... Au début, j'étais très wagnérien. Parce que ma première femme avait des amis wagnériens, des chefs d'orchestre. J'ai connu tous les grands chefs d'orchestre, j'ai mangé avec eux. J'ai connu toutes les grandes actrices wagnériennes qui m'effrayaient beaucoup. Des femmes qui avaient des poitrines énormes. Ça me faisait peur rien de les voir. Des Bianca Castafiore. Oh, c'était épouvantable. Mais j'en ai vu comme ça. J'étais obligé de déjeuner avec elles. Et j'ai horreur des femmes qui ont des seins comme ça de 4 kilos. C'est une chose qui m'insupporte. Mais alors, vous êtes passionné par la chanson populaire aussi. Ah, vous êtes intarissable. Oui. Intarissable, j'en peux l'enchaîner, c'est tout par cœur. Quoi, par exemple? Oh, tout ce que vous voudrez, vous avez qu'à dire n'importe laquelle de la chanson. Vous avez écrit des articles, des communications sur ce sujet? Oui, bien sûr. Fait des conférences? Oui, bien sûr, sur la chanson populaire, en étant envoyant des artistes comme illustrateurs. Et en Enfin, des chansons populaires. J'ai fait cette année, j'ai fait la conférence d'inauguration du Centre international du violoncelle à Antony. Mais est-ce que vous-même, vous aviez envie de composer des chansons? Mais j'en ai composé. J'en ai composé quelques-unes. Mais puis Bessières, pour le moment, je vais peut-être m'en mettre à composer avec lui parce que je me remets dans la musique pour le moment. Qu'est-ce que vous faites? Je vais transformer des vieilles chansons anciennes, des chansons du 15e, 16e siècle, à des rythmes, par des appareils très spéciaux, à des rythmes modernes et ultra-modernes, dépassant tous les grandes exigences de la jeunesse actuelle. Mais alors, quelle est votre chanson préférée? Eh bien, c'est Le Temps des Cerises. Le Temps des Cerises, mais alors il faut nous la chanter. Vous savez que, contrairement à l'opinion si répandue, elle n'a pas été composée dans la commune, elle a été composée bien avant la commune, mais elle a été célèbre pendant la commune parce que des gens se faisaient tuer sur les barricades en chantant Le Temps des Cerises. C'est là où Jean-Baptiste Clément est déconnu. Quand nous en serons au temps des cerises, et Gai Rossignol et Merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur.